À la fin du mois de février 2003, Imad Laoud, l'ancien trader devenu agent de renseignement, s'apprête à aller au contact du journaliste Denis Robert. Le journaliste qui enquête depuis plusieurs années sur la chambre de compensation luxembourgeoise, Clearstream. 8h36, les choix de France Info, Nicolas Poincaré. Mais qui est donc vraiment Denis Robert? Denis Robert, l'homme qui depuis 10 ans est au cœur de l'affaire Clearstream, écrivain et journaliste. C'est lui qui avait fait la première grande enquête sur cette banque luxembourgeoise. Il a subi des dizaines de procès, plus de 60 procès je crois, puis il s'est retrouvé aux côtés de Dominique de Villepin dans le box en correctionnel. La Cour de cassation vient d'annuler 3 de vos condamnations. Les amendes sont annulées, les frais de procédure vont vous être remboursés. Et ce matin, du coup, vous avez un bon sourire de vainqueur. Oui, non, j'ai toujours eu le sourire, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que donc, la plus haute autorité judiciaire française, la Cour de cassation, 14 magistrats, après 2 ans de travail, en pesant le pour et le contre, disent que j'avais raison, que Clearstream est une boîte qui a vraiment, il y a un réel problème au niveau de la finance internationale avec cette boîte. Donc sachant que c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Ça veut dire qu'au cœur de l'Europe, protégé par un État comme le Luxembourg, il existe une nationale de la finance qui a dans ses comptes 10 000 milliards d'euros et qui pratique de la dissimulation, qui a 6 000 comptes ouverts dans les paradis fiscaux. Une fois qu'on sait ça et qu'on peut dire ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a donc 2 affaires Clearstream. La première, c'est l'enquête de Denis Robert, qui lui vaut d'être le journaliste français le plus attaqué pour diffamation, injure et calomnie. C'est l'enquête qui nous fait découvrir à tous l'existence des chambres de compensation. Et puis, il y a la deuxième affaire Clearstream, celle des listes de comptes falsifiés, dans laquelle le journaliste va être manipulé et emporté inexorablement. On me dit, vous êtes le type qui a... C'est à cause de vos livres que tout ça... Mais moi, je suis pas responsable, quoi. Je veux dire, le type qui invente l'amour, il n'est pas responsable du crime passionnel, vous voyez ? Si Denis Robert s'est retrouvé dans la spirale infernale d'un feuilleton judiciaire et médiatique, c'est que l'homme est habité d'une obsession pour les circuits opaques de la finance internationale. Et cette obsession a une histoire. Une histoire qui débute pour lui dans le début des années 90. À partir du début des années 90, le pouvoir financier monte en puissance dans l'équilibre avec les autres pouvoirs, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir industriel, et qu'en plus, va y avoir très peu de journalistes qui vont s'intéresser au pouvoir de la finance. Et c'est là-dessus que va partir notamment Denis Robert. Il est un des premiers, sinon le premier, à avoir tenté de comprendre justement qu'est-ce qui se passait et notamment les chambres de compensation, comment la criminalité pouvait s'installer dans ces systèmes, et c'est ce en quoi Denis Robert a fait figure de pionnier. Quand je suis à Libération, je suis un des seuls à m'intéresser aux affaires, c'est-à-dire à la démocratie, à la manière dont les partis politiques sont financés. Donc je sors des dossiers, des choses comme ça, et je me rends compte assez vite qu'il y a des constantes qui sont les paradis fiscaux. Tous les partis politiques français, en tout cas les Verts et le PC mis à part, parce que moi j'avais pas travaillé sur eux, mais les autres avaient tous des financements qui passaient par les paradis fiscaux, ce qui est quand même énorme. Et c'est révoltant. Et donc moi, comme journaliste, je suis aux premières loges et j'ai envie de dénoncer ça, ce que je fais. Et dans ce début des années 90, l'Europe entière découvre, comme lui, l'ampleur de l'argent sale. Dans chaque pays, de gigantesques affaires de corruption éclatent. Aujourd'hui, quand le président du Conseil vient au Parlement parler de moralisation de la vie publique italienne, il se fait conspuer. En Italie, les juges lancent l'opération main propre contre la mafia. 1000 arrestations, une quarantaine de demandes de levée d'immunité parlementaire, 7 suicides et des entreprises phares du pays dans le collimateur des juges. En Allemagne, les révélations sur les financements occultes de la CDU font tomber Helmut Kohl. Aveu d'un homme qui fut le plus puissant d'Allemagne, le père de la réunification. En Russie, les oligarques du Kremlin émergent dans l'ombre de Boris Yeltsin. En France, les affaires de financement occulte éclaboussent les partis politiques. En Suisse, les législateurs se penchent sur le blanchiment de l'argent. Quant à l'argent de la drogue, on l'estime à cette période pesant plus lourd que l'ensemble des revenus liés au pétrole. De l'argent qui inonde les circuits de la finance mondialisée. Dans le tumulte des années 90, une nouvelle expression fait son entrée dans le dictionnaire, le blanchiment de l'argent sale.
Une masse financière colossale qui s'insinue dans les bastions du CAC 40, gangrène les économies nationales et pourrit, à terme, les démocraties. Denis Robert prend conscience que les juges européens, portés par une même dynamique, s'attaquent enfin aux crimes financiers et qu'ils ne lâcheront pas. Denis est venu me voir en disant voilà, il y a quelque chose de frappant. Et il a eu l'idée de faire un tour d'Europe de ces magistrats. Et on voyait que de chaque pays avait des problématiques semblables. D'où l'idée, alors je ne sais pas qui, les idées, on ne sait jamais qui en est le responsable, en tout cas c'est une discussion entre Denis et moi, de se dire on va essayer de demander de faire un appel qui synthétise tout ça, qui passe à la vitesse supérieure, de se regrouper pour faire un appel. On a pensé à un manifeste, puis après c'est devenu l'appel, et il fallait trouver un endroit. Genève paraissait central, et c'est devenu l'appel de Genève qu'on a bricolé en trouvant l'université de Genève avec un fax dans un bureau. Il n'y avait pas de mail à l'époque, et donc voilà, ça s'est bricolé comme ça. C'est une première dans le monde de la justice européenne. 6 magistrats sont sortis de l'ombre. Chacun d'entre eux, dans son pays, enquête sur des dossiers sensibles. Il ne faut plus que le pouvoir politique mette son nez dans les transmissions judiciaires entre États. Il faut que les juges puissent travailler directement entre eux. Les outils que nous avons sont des outils artisanaux alors que nous avons affaire à une industrie. Ils se sont confiés à un journaliste, Denis Robert, dans un livre lancé aujourd'hui à Genève intitulé « La justice ou le chaos ». À l'ombre de cette Europe en construction visible, officielle et respectable, se cache une autre Europe plus discrète, moins avouable. C'est l'Europe des paradis fiscaux qui prospère sans vergogne grâce aux capitaux auxquels elle prête un refuge complaisant. C'est aussi l'Europe des places financières et des établissements bancaires où le secret est trop souvent un alibi et un paravent. Cette Europe des comptes à numéros et des lessiveuses à billets est utilisée pour recycler l'argent de la drogue, du terrorisme, des sectes, de la corruption et des activités mafieuses. Certaines personnalités et certains partis politiques ont eux-mêmes, à diverses occasions, profité de ces circuits. Nous souhaitons, au nom de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la signature de conventions internationales entre pays européens, garantissant la levée du secret bancaire lors de demandes d'entraide internationale en matière pénale, émanant des autorités judiciaires des différents pays signataires, là où ce secret pourrait encore être invoqué. La justice ou le chaos, le choix est simple, et j'ai fait le mien. L'appel de Genève porte à son paroxysme l'affrontement de deux mondes, celui du pouvoir judiciaire et celui du pouvoir exécutif. Le judiciaire fait trembler l'exécutif, lui, fait tout pour limiter le pouvoir des juges. C'est le combat de deux légitimités, un combat vieux comme le monde. Pour Denis Robert, le résultat dépasse ses espérances. Le voilà qui incarne l'alliance des pouvoirs judiciaires et médiatiques. Ce jour-là, quelque part dans une maison de la banlieue de Luxembourgville, un homme entend l'appel. C'est Ernest Bacchus. Dans les mois qui vont suivre, Ernest Bacchus et Denis Robert vont se rencontrer à plusieurs reprises. Moi, je découvre un type, il a une grosse barbe, il parle, j'ai l'impression qu'il est toujours un complot qui est ourdi derrière. Et en même temps, il me fascine assez parce qu'il a une grande connaissance de la finance et il connaît, il me parle de plein d'affaires, surtout les affaires italiennes. Et ça me fascine, quoi. On ne peut pas comprendre tout ce qui va se passer par la suite si effectivement on ne comprend pas la relation que j'ai avec lui. En fait, c'est une relation qui va durer. C'est sur le temps que ça se passe. Je suis très intrigué par ce personnage. Je sens qu'il est détenteur d'un savoir important. Je vais chez lui et vous connaissez la maison, donc il y a des endroits où il a des archives, il a des tas de trucs. Et je lui demande qu'est-ce qu'il fait. Il me dit j'ai travaillé pour des banques, mais et puis c'est avec le temps.
qui commence à me dire, mais je dis, mais c'est pas vraiment une banque, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Clearstream, mais ça s'appelle Cedel avant, ça s'appelait Cedel. C'est quoi Cedel? C'est une centrale de livraison de valeurs mobilières. Moi, je comprenais rien à toute cette histoire, quoi. Jusqu'à ma rencontre avec lui, je pensais que dès que un virement financier ou passer une frontière ou passer par les paradis fiscaux, on perdait toute trace de tout ça. Et qu'il y avait une telle vitesse des échanges, des transactions, qu'il n'y avait pas de mémoire de l'argent, quoi. Et à son contact, je me rends compte qu'il existe sur la planète, comme ça, des endroits, pas nombreux, puisque là, en l'occurrence, il n'y en a que 2, qui sont ces fameuses chances de compensation, qui sont avant tout des notaires, quoi. C'est-à-dire des gens qui enregistrent en permanence toutes les transactions financières. Tout de suite, ça m'intrigue. Je me dis, mais comment ça marche? Et je ne cesse de poser des questions à Ernest là-dessus. Et je comprends à un moment donné, je comprends plusieurs choses. Je comprends donc d'abord l'existence de ces boîtes, qu'elle fait de l'enregistrement de transactions financières, mais aussi de la conservation. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires, qu'il y a des archives de tout ça. Il me dit plus précisément son rôle, il m'apprend l'existence des microfiches, il m'apprend l'existence des listings, etc. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'on a un truc qui nous brûle les doigts, quoi, qui est énorme. Parce qu'avant ce système-là, vous étiez obligé d'aller avec vos valises de billets, il y avait des problèmes de sécurité d'argent, etc. Donc c'est une révolution bancaire. Et c'est Bacchus qui me permet d'accéder à ça. Mais à un moment donné, je me rends compte que non seulement il y a bossé, mais il l'a fondé, quoi. On peut dire que j'ai bien contribué au concept d'origine. On a convenu, en créant les chambres de compensation transfrontalières, de centraliser à un endroit seulement les obligations et autres papiers valeurs pour la compensation, et d'un autre côté d'acheminer dans le système l'argent nécessaire pour liquider ces opérations. Comme tous les gens qui le rencontrent, je suis d'abord un peu en retrait parce que c'est un personnage qui ne peut pas ouvrir une phrase sans faire une incise, qui elle-même est sur une troisième incise, etc. On a complètement perdu le fil, c'est un personnage un peu encyclopédique. Et en même temps, quand il déroule le fil de la chambre de compensation, j'ai pour moi un déclic qui est, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, on nous explique qu'aujourd'hui tout est compliqué, on peut plus rien contrôler, etc. Et en fait, on a dans l'histoire des chambres de compensation un système qui était au départ transparent et qu'on a rendu opaque. La complexité a été voulue, a été créée, puisqu'au départ, vous avez, quand on achète des titres, etc., on envoie ça par la poste, il faut 15 jours ou une semaine pour recevoir le titre de propriété. Et un jour, on décide, grâce aux ordinateurs, de faire une espèce d'énorme ordinateur central. À l'époque, en 72-73, c'est le plus gros ordinateur commandé par IBM en Europe, donc c'est déjà une salle centrale. Et c'est une coopérative bancaire, et tout est transparent. Et petit à petit, on va voir les poches d'opacité grandir à l'intérieur de cette chambre de compensation. Donc ce qui est un instrument coopératif, transparent, de facilitation bancaire, devient petit à petit un lieu opaque, une boîte noire. L'histoire est la suivante, c'est-à-dire que Ernest se fait virer de la boîte en 83. Mais comme il l'a fondé, cette boîte, c'est lui qui a fait embaucher des tas de gens là-dedans. C'est parmi les personnes qui s'occupent du courrier, il y a un ami d'Ernest Bacchus. Et donc cet ami va donner à Ernest le listing sous forme d'étiquette autocollante de tous les clients de la boîte. Et lui, avec sa femme,
Ça fait partie de la folie du personnage. Il y a des gens là, qui font du tricot, il y a des gens qui regardent la télé. Lui, sur son laptop, comme il dit, sur son ordinateur, il va taper une à une toutes ces étiquettes. Et il a en même temps la liste des comptes publiés. C'est-à-dire que les adhérents de ce système reçoivent tous les mois une liste avec les comptes publiés. Si on fait la soustraction entre les listings intégrales, les étiquettes postales qu'Abacus et ce listing des comptes publiés, on a 1900 comptes à peu près non publiés. Et c'est ça, toute l'enquête, tout ce que je vais faire est fondé par ça. C'est-à-dire que là, si vous voulez, c'est parce qu'on me dit j'ai pas de preuves. Mais c'est ça les preuves. Les preuves, c'est les documents, les étiquettes, je les ai vus, j'ai vérifié tout ça. Et c'est vrai que quand on commence à mettre le nez dans ces comptes, on trouve des choses absolument passionnantes. On trouve que c'est pas que des banques, on trouve qu'il y a des multinationales qui ont des comptes là-dedans, on trouve qu'il y a 1900 comptes non publiés, dont beaucoup de ces comptes non publiés sont des sociétés offshore qui ont des comptes à Turk and Caicos, à Vanuatu, dans tous les paradis fiscaux de la planète. Bizarrement, ce sont elles qui ont beaucoup de comptes non publiés. Si on est non publié, ça veut dire qu'on veut cacher son existence. Pourquoi on veut la cacher ? Peut-être pour de bonnes raisons, mais peut-être aussi pour de mauvaises raisons. Denis Robert traquait l'argent sale. Il découvre le circuit de l'argent tout court. Clearstream, c'est 50 trillions d'euros qui passent en gros entre 50 et 60 trillions d'euros qui passent chaque année dans le système. Et c'est autour de 10 trillions d'euros de valeurs qui sont conservées dans le système. 1 trillion, c'est 12 zéros. Ça veut dire 50 000 milliards d'euros qui passent chaque année dans le système et 10 000 milliards d'euros qui sont conservés en valeur dans le système. Denis Robert propose donc à Ernest Backus de partager sa plume pour décrire le système, ses méthodes et ses trous noirs. Nous sommes en présence d'un système organisé qui a accompagné l'explosion des marchés financiers et s'est adapté au mieux des intérêts de quelques groupes clés. L'autocontrôle des marchés financiers par eux-mêmes et l'entente de quelques grandes banques et de multinationales cherchant à dissimuler leurs gains ont conduit à des dérives insupportables au détriment de la transparence des marchés. Cette transparence, qui est pourtant théoriquement le fondement même du libéralisme. Personne à long terme n'a intérêt à continuer à supporter ça. Dans cet univers présenté comme impénétrable, l'information circule en temps quasi réel. Le langage est codé, le non-initié tenu à l'écart, les règles rarement écrites ou communicables. Beaucoup, à l'extérieur de ce microcosme, font comme si les histoires de spéculation, de fusion ou de déplacement de masse financière n'avaient aucune influence sur nos vies. Révélation au pluriel. Quand un ancien banquier choisit un titre pareil pour son livre, la finance mondiale a peut-être du souci à se faire. Lorsqu'en plus il vient du Luxembourg, un pays où le secret bancaire est sacré, au point d'être inscrit dans la Constitution, on peut s'attendre à un ouvrage explosif. Le système reposerait sur une double comptabilité. En principe, toute banque cliente de Clearstream dispose d'un compte officiel, on dit publié. En option, elle peut ouvrir un sous-compte non publié, plus souple, plus discret. Le succès des comptes non publiés a été fulgurant. 2 en 83, 2000 en 95, près de 8000 l'année dernière. Certaines banques en étaient curieusement friandes. Exemple, le Crédit Lyonnais. 17 comptes non publiés en 95, le record pour une banque française. Plus grave encore, une banque russe liée à la mafia, la banque Menatep, avait seulement un compte non publié. L'opacité totale garantie. Chez Clearstream, on dément en bloc et on attaque les auteurs du livre en diffamation. Tout ceci ne serait qu'invention malveillante et vengeance d'un ancien dirigeant licencié. Les comptes non publiés comme les comptes publiés sont de simples outils d'information qui permettent à nos clients de vérifier certains détails de leur compte, leur nom, leur numéro de code, avant d'envoyer une instruction. C'est aussi simple que cela. Simple, sauf lorsqu'on pose au grand patron, ici à gauche, des questions précises sur tel ou tel client. Là, pas de réponse. Question de déontologie, nous dit-on. Parmi les conséquences de la sortie de Révélation, il y a le fait que le Parlement français s'en empare à travers la mission d'information parlementaire de
Vincent Payon et Arnaud Montebourg, qui donc enquêtent sur la lutte anti-blanchiment dans différents pays en Europe, et qui là justement vont annoncer que les révélations que vous faites sont fracassantes. La mission d'enquête, ça a été vraiment important. Ça a été important parce que là, il y a les politiques qui font leur travail. La mission parlementaire sur le blanchiment de l'argent sale veut entendre les auteurs du livre Révélation. Denis Robert et le financier luxembourgeois Bax, les auteurs, racontent dans leur ouvrage tout un système de comptes et de transactions bancaires susceptibles de dissimuler des pratiques illégales. Si nous avons souhaité vous recevoir aujourd'hui, M. Backès et M. Robert, c'est que dans le livre que vous venez de publier, vous abordez des questions qui sont au centre de nos préoccupations. Là-dessus, évidemment, s'ouvre un abîme d'interrogations pour nous tous, mais comme vous avez plus réfléchi que nous à ces questions, quelle peut être l'utilité de ces comptes non publiés, non rattachés à des comptes publiés? Je suis convaincu que ceux qui n'apparaissent pas reliés à un compte principal, donc publié à ce moment-là, c'est toutes ces adresses qui, dans le cadre d'une recherche d'une autorité quelconque, n'aimerait pas qu'on les trouve membres d'une de ces chambres de compensation. Donc, alors, là, on va faire un essai. Donc, si on tape MENATEP donc, dans cette liste interne, et qu'on le système donc, va le chercher, et là, on voit donc que le compte 81 738 de Clearstream, eh bien le compte de la MENATEP, il a été ouvert à Moscou le 16 mai 1997. A priori, cette liste, elle est disponible pour qui? Les membres du conseil d'administration? Non. Même pas. C'est une liste interne qu'on a récupérée, enfin qu'on n'a pas volée, mais qu'on nous a confiée parce que justement, sans doute, les gens qui nous l'ont confiée étaient scandalisés parce qu'ils avaient cru comprendre, et donc c'est un peu pour ça qu'on l'a eu. Maintenant, si on va sur le site internet de Clearstream et que donc on a la liste là donc des clients par ordre alphabétique, et là il y a la liste des comptes. Il y a environ 7500 comptes qui sont les comptes publiés. Donc on en a à peu près 7500. Et si on va maintenant chercher la MENATEP, alors MENATEP, on ne va pas la trouver. C'est-à-dire, Clearstream a la tâche facile à ce moment-là de dire aux autorités qui s'amènent pour enquêter sur un compte de la MENATEP, écoutez, voilà nos listes. Il n'y a même pas de MENATEP chez nous. Le chiffre que vous nous avez donné, vous le confirmez, c'est-à-dire vous dites, il y a 15 000 comptes, c'est ça à peu près, bon, 15 000 comptes, dont 7 500 sont non publiés. Parce que quand nous prenons l'exemple de la MENATEP, nous prenons un exemple qui parle à l'oreille de chacun, mais j'imagine que 7 500, ce ne sont pas que des MENATEP. Donc des institutions que l'on peut considérer, qu'elles soient des grandes sociétés maintenant, ou des banques, comme étant tout à fait, normalement, en accord avec les règles de transparence, etc., de diligence internationale, auraient elles-mêmes recours à ce système. Oui, bon. C'est ça que votre démonstration induit. Si vous voulez que je vous montre... Je voudrais que vous nous montriez des numéros, enfin des comptes ouverts au nom de sociétés, que ce soit Unilever, Siemens, etc. Siemens, donc, qui est une société, une multinationale qui fait des TGV, etc., a donc un compte qui est le 77 054, qui est non publié. Unilever qui licencie en ce moment un peu partout, qui est une multinationale hollandaise. On voit aussi qu'elle a un compte non publié. Non publié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte principal, quoi. Unilever est directement dans le système. Et pour pas qu'il y ait de jaloux, le groupe français Accor Wagon-Lit a également un compte non publié. Monsieur Robert, est-ce que vous pourriez, j'ai une curiosité là-dessus, parce que c'est un sujet qui préoccupe d'ailleurs toutes les autorités publiques aujourd'hui, nous montrer cette prolifération des comptes qui seraient présents dans ce que l'on appelle les territoires offshore ou des paradis fiscaux. Est-ce qu'on peut avoir une visualisation de cela? J'ai trouvé une banque française tout à l'heure en préparant le truc. Voilà, la Natexis qui est liée au réseau Banque Populaire a un compte à Caïman. À Panama, il y a pas mal de comptes du Crédit Lyonnais qui sont non publiés aussi. Avec la sortie de Révélation, un vent de panique souffle sur le Luxembourg.
le Grand-Duché du Luxembourg est contraint d'ouvrir une enquête préliminaire. L'enjeu est de taille. L'activité bancaire représente, à l'époque, plus d'un tiers de son PIB. Le monde de la finance est horrifié. Clearstream est, avec Euroclear et SWIFT, l'un des 3 piliers de la mondialisation financière et de l'interconnexion de tous les marchés. Des enjeux autrement plus vertigineux que les affaires de mafia russe ou d'argent de la drogue. André Lucie est dans le viseur de la justice luxembourgeoise. Le président de Clearstream est soupçonné d'escroquerie fiscale, faux et usage de faux, fabrication de faux bilans, non-dénonciation de délits financiers, blanchiment d'argent. Lucie et sa garde rapprochée sont débarqués. Le système est repris en main. Un audit est confié à Arthur Andersen, qui mobilise une trentaine de consultants pour disséquer les usages de la chambre de compensation. C'est un moment très intéressant à vivre, puisque on se dit qu'avec des livres, on va effectivement changer la donne, puisque le PDG de cette boîte va être viré, il y a une enquête ouverte à Luxembourg, tous les magistrats nous appellent, il va y avoir un moment d'excitation formidable, avant et après la sortie, d'inquiétude aussi, puisqu'il y a des pressions pour que le livre ne sorte pas, puisqu'on a il y a des avocats qui commencent à se manifester, etc. Et à la fin de cette enquête, je fais faire une autre rencontre qui va être absolument déterminante, qui est la rencontre avec Régis Semple. Régis Semple a été responsable de l'informatique de Clearstream, puis vice-président de l'entreprise. Il a été licencié en 1992, après 20 ans de loyaux services. Je sais que Bacchus m'en a voulu d'avoir vu Hempel, mais Hempel avait une connaissance, il est resté dans la boîte beaucoup plus longtemps que Bacchus. Lui, à l'époque, il était vice-président de la firme, il était responsable de toute l'informatique, il avait un bon salaire, et il s'est retrouvé du jour au lendemain, viré, sans indemnité, sans salaire, sans rien, à devoir se démerder. Et donc, il m'a parlé parce que je lui ai amené une vengeance formidable. Et si tu veux, à un moment donné, il me balance cette ogive qui est mais moi, mon boulot, c'était d'effacer les traces des transactions. Effacer les traces des transactions ? Ouais. Et là, je dis, mais comment ça et tout. Et là, il commence à me donner des détails. L'essentiel, il me dit, moi, mon boulot, donc j'ai été chargé de l'informatique, j'avais des programmeurs sous mes ordres. Et tous les matins, le service clientèle me disait, quand tu vas avoir tel numéro ou tel numéro, parmi les milliers de transactions qu'il faisait derrière son écran, forget it. Il créait une fausse panne informatique et la transaction disparaissait. C'est-à-dire que Clearstream ne gardait plus en mémoire les traces des transactions. Je suis content de te voir. Tiens, je t'embrasse. Oui. Salut. Donc quand Révélation est publié, on en parle beaucoup, ça y est, Denis Robert lève le voile sur la compensation internationale, les dérives potentielles de Clearstream, il y a une mission d'information parlementaire, il y a une enquête qui est ouverte aussi au parquet du Luxembourg. Toi, ça te dérangeait pas qu'il y ait ce double système? Ça faisait partie du truc depuis le début. Ça, je m'en foutais. Non, mais je sais bien que tu t'en foutais. Sur l'effacement des traces, concrètement, avec un exemple basique. Effacer les traces, c'est les traces de transactions, mais en gros, on efface quoi? On efface, disons, c'est très technique, je vais dire, il faut comprendre. Hein. On efface la transaction. Le résultat, à la fin, c'est la même, parce que les soldes, à la fin, il y a un solde titre et un solde monnaie, cash, qui doivent être la même chose. Donc, si on fait une transaction qu'on place du cash dans du cash et qu'on enlève ou qu'on remet des titres, en fin de la journée, la balance est la même. On enlève la transaction, mais la balance du compte est à zéro, c'est la même. Effacer des traces, ça veut dire concrètement qu'on efface ce qui constitue notre échange, mais que vous, au final, on ne va pas voir que vous avez des titres, on va juste voir que vous avez une somme lambda. Un solde, oui. Donc si on regarde au final et qu'on n'a plus le chemin,
Votre solde et mon solde n'ont absolument pas bougé. Voilà. Donc on ne peut pas prouver, on ne peut même pas savoir que je vous ai vendu des titres. Voilà. J'ai donc 2 autres questions. La première étant, quel est l'intérêt d'effacer une transaction? La question n'est pas bien posée. Je vous la reformule. Pourquoi est-ce que vous souhaiteriez que cette transaction n'apparaisse pas? Je peux aussi la reformuler. Il faut la reformuler, parce que là, je vais vous répondre, mais il faut bien la formuler. Vous devez regarder vers l'argent, d'où ça vient. Quel est l'intérêt pour moi qu'on ne sache pas que je vous ai transmis de l'argent, transféré de l'argent? C'est ça la question. Ok. Quel est l'intérêt? Moi, j'ai des titres, vous me donnez de l'argent. D'où est-ce que ça vient, cet argent? Si vous avez avec un chiffre assez grand, d'où est-ce que ça vient? Et si on efface la trace, on ne vous demande pas cette question-là. Puisque finalement, je n'ai pas gagné d'argent, je n'ai pas perdu d'argent, rien n'a changé. Voilà. Puisque tu as des titres. Puisque j'ai des titres. Voilà. Donc on peut penser que c'est un système qui est très utile dans le cadre de versement d'argent dont l'origine ne soit pas très légale. Occulte, ils ne sont pas légaux, occulte. Occulte. On efface une transaction pour blanchir de l'argent, puisqu'on ne voit pas que l'argent permet d'acheter des actions. Donc il revient dans le système de manière totalement légale. C'est une possibilité. Donc à partir de là, on peut penser de loin à des marchés, l'exportation d'armes, toutes ces choses-là, enfin tout ce qui peut donner lieu à versement d'argent occulte. L'étau se resserre autour de Clearstream. Si les dissimulations de l'argent sale sont possibles, Denis Robert démontre également que certains États ont eux aussi leur compte chez Clearstream. L'effacement des transactions peut donc occulter l'intervention de certaines banques centrales qui, à l'abri du regard des marchés, peuvent soutenir en sous-main leur propre monnaie, racheter ou revendre leurs propres dettes, ou celles d'autres pays. Les déclarations de Régis Semple sur la dissimulation des traces sont explosives. Le parquet du Luxembourg n'a plus d'autre choix que d'ouvrir une enquête préliminaire contre Clearstream pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, faux bilan, blanchiment d'argent et escroquerie fiscale. Et maintenant, au centre de tous les regards, Régis Semple. C'est Régis Semple qui s'est présenté au parquet et qui, tout à coup, a parlé d'un système de manipulation systématique dans l'informatique de la Clearstream. Et donc, après que Hempel a rencontré les 2 spécialistes de la commission de surveillance du secteur financier, et juste un moment avant d'ouvrir l'instruction judiciaire, que j'étais allé voir l'actionnaire de référence de la Clearstream. Et l'idée était toute simple. Est-ce qu'il serait possible, le cas échéant, de s'assurer la collaboration de l'actionnaire principal, car si on avait dû le faire avec le fameux gyrophare sur le boulevard Royal ou un autre boulevard ici à Luxembourg, cela aurait certainement mis en péril, ou en tout cas sérieusement perturbé le fonctionnement de la société. C'est par la suite que vous allez faire les différentes perquisitions, enfin faire la perquisition chez Clearstream, début juin 2001. Donc on est allé dans les locaux, donc, en premier lieu le juge d'instruction, représentant du parquet, les enquêteurs du service de police judiciaire, et avec Hempel dans les locaux de la Clearstream, qui a dès le début coopéré. Et on a mis le témoin Hempel en face des systèmes informatiques. Et qu'est-ce que va trouver Hempel? Rien. Et vous ne pensez pas que le fait que vous ayez parlé avec peut-être l'état-major de Clearstream avant la perquisition, le fait que Hempel n'ait rien trouvé, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions? Non. Est-ce que l'effet de surprise n'est pas quelque chose qui est fondamental dans ce contexte, dans ce cadre d'enquête-là? Rien ne peut disparaître. On est allé voir dans les archives. Une partie des archives était dans l'immeuble même. Il y avait une sorte de mirror de ces archives à un autre endroit. Tout a été vérifié et
on n'a pas eu la possibilité de faire disparaître quelque chose. D'accord. Régis Hempel a une toute autre version de la perquisition, mais peu importe. À partir du moment où l'état-major de Clearstream est prévenu à l'avance de cette perquisition, il est sans aucun doute en mesure de prendre des dispositions. Les manipulations sont possibles. Régis Hempel viendra également témoigner devant la mission parlementaire conduite par Vincent Peillon et Arnaud Montebourg. Les députés publient leur rapport au début de l'année 2002. La France n'est pas en pointe dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de l'argent sale, qu'il soit venu de la drogue, de la prostitution ou de différents systèmes mafieux. C'est la conclusion très nette d'un rapport parlementaire présenté ce matin. On vient de faire l'euro, et bien maintenant il faut en quelque sorte, sur cette autoroute financière immense où il n'y a pas de terre-plein, il y a très peu de lignes jaunes, pas de gendarmes, jamais de radar, remettre un peu d'ordre public. Car pour l'instant, l'Europe est une passoire. Forteresse financière au cœur de l'Union européenne, véritable obstacle à la lutte contre le blanchiment, le Luxembourg n'est pas épargné dans le rapport publié par les députés français. Malgré quelques progrès, le Grand-Duché reste donc un paradis fiscal, financier, mais aussi judiciaire. Si un juge envoie une commission rogatoire au Luxembourg, il peut souffrir d'une procédure qui n'existe presque plus qu'au Luxembourg, qui sont les voies de recours. Et donc il y a beaucoup de temps avant qu'il obtienne satisfaction. De la même façon, il y a des styles de société qui permettent de dissimuler l'identité en fait de ceux qui se cachent derrière. Il y a donc comme ça un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre si on veut se donner les moyens de lutter contre la criminalité transnationale. Luxembourg, après la guerre, c'est le Limousin. Il y a 3 banques et des vaches. Il n'y a rien de plus. Et vous vous retrouvez 30 ou 40 ans après avec une des plus grandes places financières du monde. Il faut avoir vu la rue centrale de Luxembourg. Vous avez le Crédit Lyonnais, Nomura, vous avez toutes les banques qui sont là. Et ce qui est inouï, c'est que c'est une société rurale dans lequel tout le monde est le cousin de un tel, etc., qui se retrouve à faire fonctionner une des plus grandes places financières du monde. Donc ce mélange est hallucinant au Luxembourg. Révélation, la pression médiatique et la mission d'information parlementaire française, qui décrit le Luxembourg comme un paradis fiscal et judiciaire, déstabilise le Grand-Duché. Une crise diplomatique éclate entre Paris et Luxembourgville. Luc Frieden, qui est à la fois ministre du Trésor et ministre de la Justice, convoque la presse. J'aimerais bien vous dire bienvenue au paradis. Malheureusement, il n'en est rien. Vous avez, comme nous, pris connaissance ce matin du rapport Peillon-Montebourg sur le Luxembourg. C'est un ensemble de clichés, de préjugés, d'affirmations qui sont faites sur base de déclarations de certaines personnes, mais qui ne sont rarement vérifiées sur le terrain. Soit on est, les témoins de ce livre ou de cette enquête sont des mythomanes, on commence à être un certain nombre à être des mythomanes, parce qu'il y avait Bacchus, maintenant il y a Hempel, il y en a d'autres, il y a Peillon-Montebourg. Donc à un moment donné, pour nous attaquer en diffamation, il faut attaquer Hempel pour faux témoignages. Autrement, je veux dire, il n'y a pas deux réalités, il n'y en a qu'une. J'utilise les moyens de la démocratie pour vous expliquer que ce qui a été affirmé ne correspond pas à la réalité. Et donc je crois que c'est là, quand il y a des preuves pour certaines choses, j'estime qu'il n'y a pas ces preuves, et j'ai essayé, tant en matière de blanchiment que d'activité bancaire que d'entraide, de vous démontrer exactement le contraire de ce qui est affirmé. Quelle autre question ? Des questions, Denis Robert s'en pose encore, alors même que Clearstream lance contre lui 2 procédures judiciaires, le début d'une longue, très longue série. Malgré les procès qui débutent, Denis Robert est chaque jour un peu plus habité par son enquête sur la chambre de compensation. À la fin de l'année 2001, le téléphone sonne à mon bureau et j'ai un type, une voix assez jeune qui me dit
Je m'appelle Jonathan Gantry, j'ai des documents qui peuvent vous intéresser. C'est quoi ces documents? C'est un listing qui contient 33 341 comptes, qui date de septembre 2001. Je sais que vous enquêtez sur Clearstream encore, et vous avez des procès, etc. Je pense que ce document peut vous aider. Et il vient me voir, et je vois un bonhomme beaucoup plus jeune que ce que j'avais imaginé, et il m'explique qu'il ne s'appelle pas Jonathan Gantry, mais Florian Bourges, et que lui a travaillé chez Arthur Andersen. Il était chargé d'un audit suite à la sortie de Révélation, et au début il n'y croyait pas du tout aux révélations, et en fait en fouillant il a vu qu'il y avait beaucoup de pannes informatiques, que ça correspondait au témoignage d'Hempel, et il a essayé de le dénoncer dans son audit, mais son employeur a déchiré tous les mémos qu'il avait fait. L'audit a été payé 16 millions d'euros. Ça, on l'a su au moment du procès, mais c'était un chiffre qui était, on m'avait dit 10, mais en fait c'est 16. 16 millions pour un audit qui n'a pas été publié, mais on est où? Enfin, ça sert à quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont payé? Qu'est-ce qu'il y avait dans cet audit? Tout ça, circuler, il n'y a rien à voir. Forget it, comme dirait Hempel, on oublie. Alors que c'est passionnant, quoi. Pourquoi? Comment? Donc, Florian Bourges, il a décidé, pour m'aider, et puis pour que ce scandale sorte, de me filer ce listing. Évidemment, ni lui ni moi n'imaginons une seconde ce qui va nous arriver après, quoi. Florian Bourges est la troisième source qui confirme les révélations sur Clearstream, pièce maîtresse du système financier international. Un système dont on comprend aujourd'hui la perversité, les crises dévoilant l'abîme dans lequel le capitalisme financier précipite la civilisation. Journaliste de combat, Denis Robert multiplie les papiers et les interventions dans la presse et se lance dans l'écriture d'un nouveau livre, étayé par les listings de Florian Bourges. Face à lui, Clearstream intensifie les poursuites. Il comptabilisera au total 62 procès et 312 descentes d'huissiers. Ce matraquage judiciaire jette progressivement le doute sur lui. Et la chambre de compensation devient, pour Denis Robert, une véritable obsession. Effectivement, je suis pris dans un engrenage, et est-ce que j'avais le choix? C'était assez dur à comprendre, parce que tout le monde me dit mais pourquoi tu t'acharnes là-dessus, pourquoi tu continues et tout? Mais c'est pas moi qui m'acharne, c'est pas moi qui continue. C'est pas moi qui dépose les plaintes contre moi, c'est pas moi qui nie. Je veux dire, j'étais obligé, obligé d'une manière strictement journalistique, déontologiquement. Comment pouvais-je ne pas continuer, ne pas me justifier, ne pas expliquer pourquoi j'ai fait tout ça? J'en peux plus de cette histoire. Moi, ma vie est aussi ailleurs. Pour le journaliste, l'obsession va bientôt tourner au cauchemar. Les documents que lui a donnés Florian Bourges deviendront les très fameux listings de l'affaire Clearstream. Donc en février 2003, vous allez rencontrer un homme qui va vous faire basculer dans une spirale infernale. Imad Laoud, est-ce que vous pourriez nous... Denis Robert va effectivement plonger dans une spirale qui va l'emporter dans une toute autre histoire. Une histoire qu'il n'aurait sans doute jamais osé écrire. Imad Laoud, l'agent des services de renseignement français qui piste l'argent de Ben Laden, va bientôt faire une entrée fracassante dans sa vie. Souvenez-vous, Laoud dit posséder au Liban des documents sur l'argent de Ben Laden. Il a par ailleurs connaissance des écrits du journaliste. Il s'y intéresse et convainc Antoine, son officier traitant pour la DGSE, qu'il doit se les procurer. Donc il fallait que je récupère ces documents-là, qui étaient au Liban, et en même temps, il nous fallait, pour mettre en face et puis pouvoir cocher, l'annuaire des comptes chez Clearstream. Et Denis Robert l'avait. Donc je propose tout simplement à Antoine d'aller voir Denis
de l'approcher, donc d'aller au contact, comme on dit, et de voir si, oui, il a vraiment la liste des clients, et puis 2, carrément envisager, pourquoi pas, de la dérober si besoin est, s'il l'a vraiment. Donc j'en parle à la DGSE, et donc on monte l'opération Denis Robert. J'ai l'autorisation de la DGSE pour y aller, et j'y vais. Je vois arriver un type en costard, propre sur lui, petites lunettes, attaché caisse, et donc c'est Imad. Vous n'y allez pas non plus la fleur au fusil, si je puis dire, puisque non, vous avez été... Racontez-nous du coup à quel moment... j'y suis pas du tout allé la fleur au fusil. Antoine a fait un criblage de Denis Robert à la centrale, il a vérifié ce qu'ils avaient comme information sur Denis. Donc en somme, c'était un peu gaucho, mais il est gentil, il n'est pas très méchant. C'est un peu la personne qui se bat contre le grand capital, etc. etc. Donc... Bon, et puis on décide d'un brief. Qu'est-ce qu'il faut que je raconte à Denis? Très tôt, il me dit qu'il a été en prison pour une escroquerie, mais dont il est victime. Et il m'explique qu'il a besoin de mes listings pour retrouver la trace de partenaires financiers à lui qui ont ouvert des comptes dans les îles Vierges et qui l'ont escroqué. Et là, Denis a été extrêmement gentil et très ouvert. Et il me dit, ensuite j'ai lu vos bouquins, vous avez fait un travail extraordinaire. Moi-même qui utilise Clearstream comme l'eau du robinet quand je travaille dans les salles de marché, j'ai appris des choses en vous lisant, donc il me passe de la brosse à reluire et tout ça. J'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas choisi de prendre une fausse identité. Il me dit que voilà, son frère s'appelle Marwan Laoud, il est président de la branche armement de chez EADS. Enfin, c'est quelqu'un qui a un état civil, c'est quelqu'un qui ne ment pas sur son identité, c'est quelqu'un qui a été trader, qu'on voit dans un film d'Éric Rochant sur la bourse. Donc j'ai aucune raison de mettre en cause ce type, quoi. On va tous les deux tout seuls à son bureau, et là, il grave les éléments, il me les donne, et je repars avec. Le lendemain de la récupération des listings, un rendez-vous est fixé entre Antoine et Imad Laoud. L'officier de la DGSE écrit: Ambiance détendue. Sujet traité. Déplacement d'Imad Laoud à Metz. Fourniture reçue. 2 CD-ROM contenant selon Imad Laoud la liste des comptes numérotés et non numérotés domiciliés chez Clearstream, avec leurs ayants droit, les mouvements financiers ayant transité par cette banque. En page 2, Antoine poursuit. Imad Laoud a profité d'un appel téléphonique reçu par Denis Robert de plus de 20 minutes pour copier un maximum de données. Parce qu'à la DGSE, justement, enfin, vous dites que c'est vous qui les avez récupérés profitant d'un appel qui leur est passé. Ça. Alors, d'abord, je n'ai jamais dit ça à la DGSE, puisque Denis me les a gentiment donnés, donc je ne vois pas pourquoi il fallait dire je les ai volés. Je sais pas, moi je m'en tiens au... Oui, mais on m'a posé la question. Bon, non, Denis, oui, il est parti au téléphone à un moment donné, et on était tous les deux dans son bureau. Son vieux Mac était en train de graver, donc voilà, j'attendais sagement que ça se termine, et puis je suis reparti avec. Ce listing, je l'ai donné déjà à des tas d'autres personnes, donc j'ai aucune raison de ne pas lui donner. Je serais fou de l'envoyer balader, dire non, j'ai pas envie, vous êtes Libanais, je veux pas travailler avec des Libanais, quoi. J'avais quoi pourquoi j'aurais dit non à un truc comme ça? Si l'opération Denis Robert a fonctionné comme prévu, il n'en est pas de même pour les documents que Laoud dit posséder au Liban. Les fameux documents sur l'argent de Ben Laden. Les tentatives de récupération se succèdent et échouent. Le service commence à trouver le temps long et à douter de la fiabilité de son nouvel agent. Antoine écrit: Il est désormais impératif de se montrer un peu plus directif avec Imad Laoud, notamment afin d'éviter tout dérapage concernant les documents dont la récupération est une priorité absolue. Une pause s'imposera dès la récupération des documents intervenus, afin de réfléchir sérieusement à l'avenir du contact, même si ces mois sont comptés. En ce printemps 2003,
Imad Laoud pressent que ses relations avec le service sont en train de se fissurer et que le nouveau statut social qu'il s'est construit va peut-être lui échapper. Comment Imad Laoud, l'ancien trader, l'ancien patron de fonds d'investissement, comment Imad Laoud, l'agent des services secrets, va-t-il une nouvelle fois se refaire? L'histoire est sur le point de basculer. La suite va s'écrire dans le cercle très fermé des vendeurs d'armes.